Bonsoir, le fait marquant du jour, ce sont les orages, les pluies, les inondations. À l'heure actuelle, 38 départements sont en orange, toute une bande sur la moitié nord, plus 5 départements du sud-ouest. À Sedan, la boue a envahi tout un quartier. Vous entendrez le maire de la ville dans un instant. L'autre actualité du jour, c'est l'enquête qui progresse autour des 2 petites filles retrouvées inanimées dans une caserne de gendarmerie à Limonest, près de Lyon. La mère est actuellement en garde à vue. Nous sommes sur place dans ce journal. À suivre également un premier acte fort pour Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol accueille les 629 migrants en perdition à bord de l'Aquarius. H-5 avant la rencontre au sommet, Kim et Trump. Le foot avec la première conférence de presse de Didier Deschamps à 72 heures du coup d'envoi du mondial. Et puis des œuvres d'art des musées parisiens qui vont se balader un peu partout en province. 22h15, notre invité dans Europe Nuit, Thierry Breton, président directeur général d'Atos, ancien ministre des Finances. La France au pinacle de l'attractivité dans le monde. La météo de Christine Peña, encore de la pluie, la bourse avec Didier Hameau et la belle entreprise du lavage auto sans eau à domicile. 38 départements sont encore en vigilance orange aux orages et aux inondations. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers et le Tarn-et-Garonne pour ce qui concerne le sud-ouest. De la Loire-Atlantique à la Sarthe, 7 départements sont en pluie inondation. Et puis de la Seine-Maritime à l'Indre-et-Loire jusqu'au Bas et au Rhin, eh bien c'est une alerte orange aux orages. Au-delà de ces alertes, les dégâts ont commencé dans la région Grand Est, dans les Ardennes. Les cours d'eau sont en train de déborder, comme à Sedan. Écoutez le témoignage de son maire, Didier Herbillon. C'est une vague de boue très puissante qui a envahi tout un quartier de la ville, le quartier du Fresnoy. Il y a de très nombreux dégâts dans les maisons, les garages, les voitures. Ça a été d'une rare violence. C'est un épisode violent, court mais violent, qui a effectivement causé des dégâts très très considérables. Il n'y a plus de trottoirs, il n'y a plus de... Enfin, le macadam s'est soulevé à de nombreux endroits, les garages sont envahis. Ça ressemble à la guerre, hein. C'est fou, il y a des murs d'enceintes de maisons, un château, etc. qui se sont écroulés face à la force et de la pression de l'eau. Pour l'instant, on est en train de parer au plus pressé, c'est-à-dire essayer de pomper l'eau dans les maisons les plus touchées. On va essayer aussi de rétablir l'électricité parce qu'il n'y a plus d'électricité. Et puis demain matin, on va mobiliser un peu l'ensemble de nos agents pour aider tous les habitants à se relever de cette affaire-là et puis surtout à nettoyer parce que c'est dans un état absolument épouvantable. Didier Herbillon avec Caroline Philippe et prévision météo bien sûr à la fin de ce journal. Direction Lyon maintenant et ces dernières 24 heures c'était le mystère autour de ces 2 fillettes de 4 et 6 ans retrouvées inanimées à Limonest dans leur chambre de l'appartement de fonction de leur père gendarme. La mère en état de choc avait été conduite à l'hôpital mais depuis ce soir l'enquête a changé de cap, Jean-Luc Boujon, puisque la donne n'est plus du tout la même. Oui, effectivement, ce soir, l'enquête se resserre clairement autour de la mère de famille qui a été placée en garde à vue à l'hôpital psychiatrique où elle a été admise hier soir en état de choc. Son audition est d'ailleurs toujours en cours à l'heure qu'il est. Audition qui se déroule désormais dans le cadre d'une enquête pour homicide. Et hier soir, la maman âgée de 38 ans avait raconté qu'elle avait trouvé ses filles inanimées dans leur lit à son retour à la maison en fin d'après-midi avec sa belle-sœur. Elle aurait ensuite appelé les secours. Les pompiers interrogés par les enquêteurs ont eux indiqué qu'ils avaient remarqué une forte odeur de white spirit dans l'appartement. Ils auraient également relevé du sang dans les voies respiratoires des fillettes, ce qui accréditerait la thèse de l'empoisonnement, hypothèse de travail des gendarmes depuis quelques heures maintenant. Pourtant, les autopsies pratiquées cet après-midi n'ont pas apporté d'éléments probants dans ce domaine. C'est pour cela que des examens toxicologiques plus poussés doivent être pratiqués sur le corps des 2 fillettes. En tout cas, le mari, absent durant l'après-midi, aurait durant son audition immédiatement accusé sa femme. Le couple était visiblement plongé dans une période de tension et de conflit, ce qui aurait été confirmé par les membres de la famille interrogés par les enquêteurs. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. 3 jours que 629 migrants sont voués à leur sort sur un bateau au plein milieu de la mer Méditerranée. Parmi eux, 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge, 123 mineurs isolés. Malgré les injonctions de Bruxelles, des Nations Unies, l'Italie et Malte ont refusé de laisser débarquer ces réfugiés. Coup de théâtre, c'est finalement le tour du nouveau chef du gouvernement espagnol. Il décide d'accueillir le bateau et ses passagers qui commençaient cruellement à manquer de vivre. Un premier geste fort pour Pedro Sanchez. Henri de la Guérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. D'abord, Sanchez va-t-il pouvoir réaliser sa promesse et si oui, quels sont les événements à suivre ?
Oui, c'est le flou qui règne ce soir et le sort de l'Aquarius reste très incertain. Le bateau est toujours à l'arrêt entre Malte et la Sicile. Il n'a pas encore mis le cap vers l'Espagne. Pour l'ONG SOS Méditerranée, responsable du navire, la décision de l'Espagne est, je cite, encourageante, mais elle se heurte à de nombreux obstacles. L'Aquarius est à 1300 km de Valence. Il mettra entre 3 et 4 jours pour arriver. Or, dans le bateau, les provisions viennent à manquer à bord. La chaleur est insoutenable, les réfugiés sont affamés et la tension monte. Médecins sans frontières estiment que c'est un voyage risqué. En tout cas, si l'annonce du gouvernement espagnol a surpris ici, elle fait presque l'unanimité dans la classe politique locale. Pour Pedro Sánchez, c'est une question d'urgence humanitaire. Le leader socialiste envoie ainsi un message fort à l'Europe. Et ici, la mesure est populaire. Les Espagnols sont majoritairement favorables à l'accueil des réfugiés. L'année dernière, plusieurs centaines de milliers de personnes avaient manifesté à Barcelone derrière le slogan « Nous voulons accueillir ». Merci Henri de Laguérie en direct d'Espagne pour Europe 1. Dans la foulée, le Premier ministre maltais a annoncé que son pays va envoyer du ravitaillement à bord. Joseph Muscat écrit cependant sur Twitter qu'il faudra discuter sur la manière de prévenir à l'avenir ce genre d'événement. C'est une question européenne, précise-t-il, 22h06. Europe 1, Pierre de Villeneuve. C'est donc dans 5 heures à 3 heures du matin, heure française, que la poignée de main historique entre Kim Jong-un et Donald Trump devrait avoir lieu à Singapour. Le but, la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne. Xavier Yvon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Singapour. On en sait plus car la Maison-Blanche a donné des détails sur la rencontre. Oui, alors ça va commencer par la poignée de main solennelle entre Donald Trump et Kim Jong-un, alors arrivé dans l'hôtel de luxe sur l'île de Sentosa. L'Américain gâteux et le chiot malade, comme il s'appelait encore l'un l'autre il y a quelques mois, auront ensuite un long tête-à-tête, seulement accompagné par leur traducteur. Ça pourrait durer 1 heure, voire 2. C'est beaucoup et ça montre que les deux hommes veulent avant tout faire de ce sommet une mise en scène de leur prise de contact. Ils savent que sur le fond, il reste beaucoup de désaccords. Pour la partie plus technique, justement, leurs conseillers les rejoindront dans un entretien élargi. Et puis, il y aura un déjeuner de travail. Ce qui coince, ce sont les priorités de chaque camp. Les Nord-Coréens veulent d'abord des garanties sur la sécurité du régime. Les Américains, eux, veulent d'abord des engagements sur la dénucléarisation. Il faudra voir ce qui aura été négocié pour le communiqué final. Donald Trump s'exprimera lui devant les médias dans l'après-midi et il reprendra son avion le soir même pour Washington. Il ne devait partir que le lendemain en cas de prolongation. Alors comment interpréter ce changement? Est-ce que c'est un coup de pression sur Kim Jong-un? Un signe qu'il n'y a finalement pas tant de choses que ça à discuter? La Maison-Blanche explique pour sa part que justement les discussions entre les délégations aujourd'hui ont avancé plus vite que prévu. Le chef de la diplomatie américaine se disait même ce soir très optimiste. Merci Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Singapour, et nous reviendrons demain soir à 22h15 dans Europe Nuit sur ce sommet avec 2 spécialistes, l'un de la Corée du Nord et l'autre des États-Unis. Les agriculteurs ont poussé un cri de colère aujourd'hui. Résultat, une douzaine de raffineries et dépôts de carburant bloqués à travers toute la France. À la source de cette colère, la décision de Total d'utiliser de l'huile de palme pour faire du biocarburant, alors que les producteurs de colza crient à la concurrence déloyale. Changement de calendrier pour les crédits d'impôt 2019 en ce qui concerne les services à la personne. Au début, il était question de mettre ça en place au mois de mars. Finalement, le dispositif est avancé au mois de janvier, et cela pour éviter les écarts de trésorerie des contribuables. Anne-Laure Jumet. Aujourd'hui, quand vous embauchez une femme de ménage ou une nounou, le crédit d'impôt est intégré dans votre mensualité ou votre tiers provisionnel. Mais avec le prélèvement à la source, tout change puisque ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte pour calculer le taux qui sera déduit de votre salaire. Ça peut poser des problèmes de trésorerie aux ménages concernés. C'est donc pour limiter cet impact négatif que Bercy a décidé de distribuer un acompte, 30% donc de ce crédit d'impôt en janvier et le solde à la fin de l'été. Cet acompte devait initialement être versé en mars, mais le calendrier a été avancé. Pour la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs, la mesure reste toutefois insuffisante. Sa présidente, Marie-Béatrice Levaux. C'est une petite avancée, c'est pas un sparadrap par rapport à un sujet aussi important, mais ça reste quand même pas fondateur d'une décrispation des inquiétudes des Français. Le but pour la FEPEM et pour, je pense, tous les particuliers, tous les ménages français qui emploient à domicile, c'est que notre crédit d'impôt soit remboursé tous les mois. Alors Bercy étudie le sujet, mais pour l'instant, aucun calendrier n'est arrêté. Il faut dire que mensualiser ce crédit d'impôt, c'est plus lourd pour les finances publiques. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. J'ajoute que Bruno Le Maire lui promet de ne prendre aucune mesure susceptible d'affaiblir l'activité économique alors que le gouvernement entend baisser les aides publiques aux entreprises. On parle d'ailleurs de l'attractivité de la France dans quelques instants
avec notre invité, l'ancien ministre et président d'Atos, Thierry Breton. Le foot, ça y est, les Bleus sont en Russie. Premier entraînement cet après-midi. Leur premier match sera samedi face à l'Australie. Simon Rubin, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 dans cette lointaine banlieue de Moscou, à Istra. C'est là que l'équipe de France a pris ses quartiers et que Didier Deschamps, dans sa toute première conférence de presse, a voulu rassurer. Oui, tout se passe bien pour le moment pour cette équipe de France. Pas d'accro, pas de problème du côté des joueurs, ni du côté de l'organisation. Didier Deschamps est apparu en conférence de presse en début d'après-midi souriant. Et finalement, dans cette ambiance plutôt bon enfant, il y a un élément qui est venu un peu perturber l'organisation. Et c'est la sécurité, très importante ici en Russie pour cette Coupe du Monde et qui n'est pas forcément du goût de Didier Deschamps lui-même. Vous savez, on est soumis à des règles de sécurité aussi qui sont très élevées. Et je vais vous donner un exemple. Même notre président qui a dû sortir ce matin, il n'a pas pu rentrer. Il avait sa carte, mais non, c'est non. Donc voilà, est-ce que ça va s'assouplir ? Je l'espère un petit peu, mais on a besoin un peu de tranquillité. Didier Deschamps qui préfère rire, sourire de cette petite mésaventure. Mais voilà, globalement, l'équipe de France est sereine. On l'a d'ailleurs encore vu, cette sérénité lors de l'entraînement de l'équipe de France. Ça rit, ça se chambre, ça se moque gentiment de ses coéquipiers. Donc c'est cette ambiance qui ressort pour l'instant. On devrait d'ailleurs la retrouver encore demain parce que les Bleus demain auront un nouvel entraînement ouvert au public. On attend pas mal de monde, pas mal d'habitants de toute la région. Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 en Russie. Merci. Puis le foot, c'est encore Patrick Vieira qui est, vous le savez, champion du monde 98. Il vient d'être nommé nouvel entraîneur de l'OGC Nice. La culture, c'est à Paris. Et bien justement, c'est ce genre d'argument que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, ne veut plus entendre. C'est la raison pour laquelle 500 tableaux, sculptures, objets des musées nationaux vont partir en province. Et des dizaines de petits musées s'émoustillent déjà à l'idée d'en profiter. Diane Chenouda. Les musées des petites villes et des villes moyennes vont pouvoir piocher dans un catalogue qui recense 500 œuvres iconiques de nos collections nationales. Les roulottes de Van Gogh ou le François Ier de Titien. On trouve aussi des trésors plus surprenants comme la robe de Piaf, confirme Sylvain Amic qui participe au projet. Qui sait aujourd'hui que la robe de Piaf est conservée à la Bibliothèque nationale de France, voyez ? Donc ce catalogue permet de révéler des trésors enfouis que l'on ne voit que très rarement. On parle de la robe de Piaf, on parle de la veste du général de Gaulle, on parle du maillot de Platini, on parle de la ceinture de banane de Joséphine Baker. Ce sont des objets qui bien sûr résonnent dans l'imaginaire collectif et qui ne sont que très peu vus. Une aubaine par exemple pour le musée des Beaux-Arts d'Agen qui va accueillir dès l'automne la Dame à l'éventail, le chef-d'œuvre de Goya, prêté par le Louvre. Le directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez. Parce qu'il y a là un ensemble assez important d'œuvres de ce peintre, assez méconnu, et donc le prêt du Louvre sera là pour mettre en valeur la beauté de cette collection et jeter des lumières sur ce musée exceptionnel qu'est le musée d'Agen. Sans ce dispositif, ce musée n'aurait pas pu s'offrir un tel chef-d'œuvre, car c'est l'État qui prendra en charge le transport et l'assurance. Quant à la Joconde, non, elle ne quittera pas le Louvre, c'est impossible, pour des raisons de sécurité et de fragilité. Diane Chenouda, la météo, Christine Peña, et demain pour changer encore de la pluie. Effectivement, de la pluie sur les 3/4 du pays encore, des pluies continues sur les Landes, à l'intérieur de la Normandie également et sur les Pays de la Loire jusqu'à la région parisienne. Ailleurs, les pluies, elles seront également présentes, mais un peu plus intermittentes. Cependant, il y a 2 points quand même positifs. Les orages vont régresser à partir de demain et seront moins nombreux, essentiellement concentrés sur le relief alpin ainsi que sur les hauteurs des Cévennes. Et puis le soleil, il revient par le nord, c'est le 2e point positif. C'est une amélioration qui est attendue pour les prochains jours. Les côtes de la Manche et la mer du Nord seront ensoleillées, mais l'après-midi. Et puis en Méditerranée et en Corse également, les éclaircies se développeront. Les températures, elles vont commencer à baisser. Et du coup, là où il fait très lourd, vous allez commencer à respirer. 19 pour demain après-midi attendu à Metz, ainsi qu'à Reims. 20 du côté de Paris comme à Lille. 21 à Strasbourg, à Clermont-Ferrand comme à Brest. Il fera 23 à Carcassonne, 25 à Lyon, Marseille et Nice. Et jusqu'à 26 degrés du côté de Nîmes et d'Avignon. Merci Christine.